Le Liban, par peur d'être simplement ce qu'il est, et à force de ne vouloir être ni ceci ni cela, s'aperçoit qu'il risque maintenant de n'être plus rien du tout. En tant que Français, il y a dans les images qu'on nous donne du Liban un décalage assez brutal entre une réalité qui serait quasiment un idéal, d'un pays prospère comparé à la Suisse, d'une capitale Beyrouth comparée à Paris, tout ça au Proche-Orient, et dans un climat de cohabitation entre christianisme et islam harmonieux. Et de l'autre côté, quasiment à son opposé, on a une réalité qui serait un cauchemar, dans laquelle cette ville, Beyrouth, est devenue un champ de ruines, et le pays, d'une manière générale, est dans une situation chaotique, dans laquelle les chrétiens et les musulmans s'affrontent, des civils, en fait c'est une guerre civile, où ils s'affrontent formés en milices, et ces deux situations opposées cohabitent à peu près dans la même période, à la fin du XXe siècle, sans qu'on comprenne précisément comment elles s'articulent et comment on passe de l'une à l'autre. Alors pour certains, ça va être pour des raisons uniquement confessionnelles, pour d'autres, politique, avec cet affrontement qui serait manipulé de l'extérieur, que ce soit par les puissances européennes occidentales, par l'Amérique plus tard, ou par l'URSS. Pour d'autres encore, ce seraient les conflits de la région qui s'importent au Liban. Mais toutes les raisons pour lesquelles ces événements arrivent sont assez rarement expliquées clairement. Déjà parce que il y a un tabou autour de ça, surtout chez les Libanais, mais pas uniquement. Et aussi parce que les multiples intérêts et camps que ça a formé dans ce conflit ont chacun leur vision des choses. Mais pour comprendre ce qui se passe et comment arrive la guerre du Liban, il faut d'abord comprendre ce qu'est le Liban au sens moderne du terme, c'est-à-dire la nation libanaise. Et si cette nation libanaise existe, ou même a déjà existé. D'abord, il faut comprendre que la création du Liban ne s'est pas faite dans la douceur. On sort à ce moment-là de 400 ans d'empire ottoman, de domination ottomane en tout cas sur la région, et justement la région c'est en fait la Syrie, de langue et de culture arabe, mais sous la domination des Ottomans. Et le Liban, dont on parle, il fait partie de cette Syrie. On considère que c'en est une région montagneuse dans laquelle vit une minorité syrienne, chrétienne, catholique, qui sont les Maronites. Tout comme d'autres minorités vivent en Syrie, comme les Druzes, les Alaouites, au nord du Liban. Mais ce qui va faire du Liban un pays distinct de la Syrie, c'est la volonté des Maronites. Et ça, ils vont pas le faire tout seuls. Ils vont être aidés d'une nation qu'on connaît bien, la France. Avant même que ce soit une nation, en fait, on avait un rapport particulier aux Maronites. On le fait généralement remonter aux croisades et à la promesse que Saint Louis a faite au peuple maronite, puis à l'installation d'un protectorat par Napoléon III, cette fois dans la région montagneuse en fait des Maronites. Et cette installation, elle fait suite à des massacres de chrétiens qu'il y a eu par les Druzes en 1860. Et pour la période qui nous intéresse donc de la création du Liban, c'est à la fin de la Première Guerre mondiale, lorsque les Français et les Britanniques battent les Ottomans, les font reculer et se réinstallent dans la région. Il faut dire que c'est rassurant, en fait, la présence des Français pour les Maronites, non seulement parce que, bon, ils ont eu ce lien depuis toujours, mais surtout parce qu'ils sortent d'un génocide. Il y a plus d'un tiers de la population maronite qui a été décimée par une famine organisée par le pouvoir ottoman. Pour vous donner une idée, sur une population d'un peu plus de 400 000 personnes, il y a eu 150 000 morts par cette famine. C'est dans ce contexte-là que l'idée du Grand Liban va être appliquée. Et le patriarche maronite va pouvoir présenter le projet aux Français, parce que cette région-là, du Levant, elle va être partagée, elle était donc avant aux Ottomans, et elle va être partagée entre Français et Britanniques. En tout cas, c'est ce sur quoi ils se sont accordés, justement avec les accords Sykes-Picot, donc un Anglais et un Français qui ont fait ces accords-là pendant la Première Guerre mondiale, et c'est des accords qui, jusqu'à leur application, devaient rester secrets. Et vous allez comprendre pourquoi. En tout cas, ces accords prévoient que c'est aux Français d'administrer la Syrie, donc incluant le Liban. À ce moment-là, ce ne sont pas deux États, comme la Syrie et le Liban, mais il y en a plus que ça. En fait, il y en a 4. Celui de Damas, donc la région qui entoure la ville, celui d'Alep, pareil, et comme je disais tout à l'heure, celui des autres communautés dans la région côtière de la Syrie, de Latakia, où vivent les Alaouites, et la France est censée accompagner ces États vers l'indépendance. C'est ce que prévoit le mandat, et d'ailleurs, c'est la différence avec d'autres territoires où il y a l'influence française, ce ne sont pas des colonies. Ce n'est pas non plus un département, c'est vraiment
les affaires extérieures à la France qui gèrent ça. Et du côté des Britanniques, il est prévu de la même manière qu'ils gèrent la Palestine, la Jordanie, la Mésopotamie, donc l'Irak, et est-ce que j'en oublie un? Mais le Liban n'est pas encore créé, qu'il connaît déjà sa première guerre. En fait, les accords que je viens de citer, ils sont donc secrets, et c'est parce que les Britanniques n'ont pas uniquement promis à la France ce découpage. Ils ont aussi promis aux Arabes, aux Hachémites, un royaume arabe de Syrie qui se trouve en fait sur les mêmes terres, et d'y mettre à la tête Faisal Ier. Et je vais vous expliquer par la suite pourquoi les Britanniques ont fait ça, mais pour l'heure, ça pose problème, parce que le territoire libanais, qui, encore une fois, n'est pas encore formé, mais qui dépend de Beyrouth, ne répond plus à ce qui est censé être la capitale du royaume, c'est-à-dire Damas. Faisal est à Damas, pense que son royaume englobe Beyrouth, et voilà, Beyrouth ne lui répond pas, il y a une raison à ça. Il sent qu'il y a un problème, et il envoie des bataillons vers Beyrouth. En fait, ces bataillons n'arriveront jamais à Beyrouth, puisqu'ils vont être arrêtés dans la plaine de la Bekaa par les Français. Pas uniquement les Français, il y a aussi dans les troupes françaises un bataillon maronite, et ça va donner la bataille de Maïsaloun, donc entre un front franco-maronite et les Arabes, que ces derniers vont perdre. Les Français continuent jusqu'à Damas, et c'est le changement de régime. La région devient, comme c'était prévu dans les accords, française. C'est la fin du royaume arabe de Syrie, et à peu près un mois plus tard, il y a la création du Liban. Création donc sous la demande des Maronites à la conférence de la paix, à Georges Clemenceau, où se passe la scène où Clemenceau leur sort une carte du Liban, en tout cas du Liban comme il était imaginé au 19e. Il lui demande ce que réclament les Maronites, donc c'est le patriarche maronite qui va parler, et il leur dit tout. Il leur dit toute la région, et donc c'est ce qui représente le Grand Liban. Cette décision-là de création du Liban, elle ne sera jamais acceptée non seulement par les Syriens, mais aussi par une part de la population libanaise musulmane, notamment les sunnites, qui ont à peu près les mêmes sentiments que les maronites ont pour la France, pour la Syrie, et s'ils sont englobés dans ce projet-là, c'est notamment l'idée des maronites derrière ça, c'est qu'ils vont avoir besoin de zones agricoles. Par la suite, on verra que c'était pas nécessaire, que le Liban va pas vivre de son agriculture, plutôt du secteur tertiaire, et pour le moment en tout cas c'est ce qu'ils projettent, et c'est la raison de cette carte, où en fait les maronites sont en minorité. Alors c'est la plus grande minorité, c'est quasiment 30%. Si on prend tous les chrétiens, ça fait un peu plus de 50%, d'après en tout cas le recensement qui se fera quelques années plus tard, en 32, mais ça reste un territoire où ils sont en minorité, et ils doivent cohabiter avec un peuple qui n'est pas d'accord avec ces décisions. Contrairement au protectorat que Napoléon III avait mis en place dans les montagnes libanaises, les montagnes maronites, c'était un territoire dans lequel ils étaient plus de 80%. Mais avant de passer à la suite sur le Liban, on peut quand même légitimement poser une question aux Britanniques, c'est what are you doing? Pourquoi est-ce que vous avez promis les mêmes terres à la fois aux Français et aux Arabes? Pour la Syrie, le cas de la Syrie en tout cas. Et la réponse à ça, c'est pour gagner la guerre. En fait, c'est une stratégie qu'ils mettent en place pendant la Première Guerre mondiale pour affaiblir et même achever l'Empire ottoman qui contrôle toute cette région-là. Ils font des pactes et ils promettent des terres à peu près toutes les minorités en fait de cette zone. Du Levant pour ce qui nous intéresse. Et cette stratégie-là, alors certes, la guerre a été gagnée, mais par la suite, elle va poser d'autres gros problèmes. Et même si c'est indirect, ça touchera le Liban. En tout cas, si on en revient au Liban, quelques années après sa création, la monnaie est créée. Je trouve ça intéressant de s'arrêter sur ce billet-là. Alors, il vaut plus rien aujourd'hui. Hein. Il y a une hyperinflation, comme vous le savez, catastrophique au Liban. Donc, 1000 livres, ça fait... Et encore, je crois que c'est sur le taux officiel, ça fait une fraction de centimes d'euros. Mais ça, c'est le genre de sujet, d'anecdote qui serait plus intéressant à aborder sur la seconde chaîne. En tout cas, là, pour notre sujet, je trouve ce billet assez intéressant et, on va dire, synthétique. Même grossier, je vais aller jusqu'à là. Il est intéressant parce que il a deux faces, voilà, comme tous les billets, il a deux faces. D'un côté, c'est indiqué... Est-ce qu'il y a le focus? Ouais. C'est indiqué en français, et de l'autre côté, en arabe. Et le français et l'arabe, c'est non seulement les deux langues qui, à ce moment-là, sont pratiquées au Liban, mais aussi les deux cultures qui cohabitent, et on peut y voir une représentation de l'Orient et de l'Occident,
et de cette dualité qui vit au Liban. Mais justement, plus intéressant que ça sur ce billet, c'est... Bon, déjà il y a le cèdre, voilà, qui est l'emblème libanais, mais non, ce dont je voulais parler, c'est qu'en fond, des deux côtés, il y a l'alphabet phénicien. Et le fait qu'il y ait l'alphabet phénicien, ce n'est pas pour rien, c'est pas un simple folklore parce que les Phéniciens habitaient ces terres avant. En fait, la question phénicienne, elle a été pensée, elle a eu beaucoup plus d'influence qu'un simple mythe sur le Liban, et pour en comprendre la profondeur, il faut comprendre ce qu'on appelle le phénicianisme. Et le phénicianisme, c'est un terme qui est assez péjoratif, en fait, qui est utilisé par les opposants, justement, au phénicianisme. Mais on va utiliser ce terme parce que il est quand même approprié à cette pensée qui deviendra par la suite nationaliste, mais en fait, d'un mythe phénicien fondateur du Liban. Et dans ma dernière vidéo, lorsque j'ai évoqué juste le terme phénicien pour parler des ancêtres des Libanais, parce que c'était le même territoire, j'ai eu le droit à peu près tout. Que l'idée phénicienne était discriminante, raciste, islamophobe, et même d'inspiration fasciste, voilà, j'ai eu le droit à tous ces qualificatifs, et je vais m'arrêter sur discriminante, parce que pour les autres, c'est faux, voilà. Il y a des liens, mais ils sont pas aussi clairs, en tout cas, je vais y venir, mais discriminante, c'est un point sur lequel je suis assez d'accord, à nuancer, parce que bon, déjà, tout est discriminant, hein. À partir du moment où on définit, c'est généralement discriminant, et surtout, les opposants qui pointent ça du doigt sont eux aussi discriminants. Pour ce qu'ils pensent être le Liban, c'est discriminant, mais différemment. Et je veux surtout nuancer parce que ce n'est pas qu'une discrimination, mais c'est aussi un trait d'union. Vous allez comprendre pourquoi c'est à la fois l'un et l'autre, ça dépend simplement du point de vue et de l'échelle. L'échelle libanaise, c'est un trait d'union. Ce que propose le phénicianisme, c'est de dire que les Phéniciens sont nos ancêtres, nous sommes la continuité des Phéniciens, peu importe les religions qu'il y a. Et des religions, il y en a. Alors il y a le christianisme et l'islam, mais il y a surtout 17 communautés, 19, enfin beaucoup de communautés qui doivent vivre sur ce petit territoire. Donc pour éviter cette vision multicommunautaire qui pourrait dégénérer en multiconflictuel, ce qu'on dit c'est, peu importe la religion et notre culte, on le pratique de notre côté, mais on a cette vision commune, phénicienne, qui est antérieure à l'installation de ces religions sur ces terres. En tout cas, bien antérieure au christianisme et encore plus à l'islam. Et donc c'est en ça que l'idée phénicienne, en tout cas à l'échelle du Liban, est un trait d'union et une proposition pour vivre ensemble. Mais ce trait d'union-là, il implique nécessairement une discrimination, donc du reste. Et le reste, c'est quoi? Eh bien, c'est la région, et surtout la Syrie. C'est une indépendance de ce monde phénicien, du monde arabe, syrien, levantin. On ne nie pas que c'est le Levant, mais on a cette identité-là qui permet une indépendance des choix de cette région. D'où l'affirmation qu'on peut entendre de la bouche de certains Libanais qui est « je ne suis pas arabe, je suis phénicien ». Mais ce qui est important à comprendre autour de cette question, c'est qu'elle est identitaire. Elle va avoir plein de conséquences politiques, économiques, mais elle est avant tout identitaire et pas génétique. Parce que c'est sur ce plan-là que beaucoup répondent aujourd'hui, en disant, à juste titre d'ailleurs, que les Phéniciens et l'ADN phénicien qu'on pourrait retrouver aujourd'hui se trouveraient plutôt dans la population côtière. Or, la population côtière, elle est très majoritairement sunnite et grecque-orthodoxe. Et il se trouve que, très majoritairement aussi, le phénicianisme est mis en avant par les maronites, mais en fait, c'est la même raison qui détermine le fait qu'ils vivent dans les montagnes depuis des siècles, et qui demande l'indépendance de ce monde-là. C'est la persécution des empires, des royaumes, de la région, qui les ont fait se réfugier dans les montagnes, et qui maintenant demandent une nation libanaise. Et donc la création de ce mythe phénicien, on pourrait le comparer aux Gaulois en France. Quand on dit « nos ancêtres les Gaulois », c'est un mensonge. Sur ce territoire, on peut pas dire qu'on descend tous des Gaulois, et même bien avant l'immigration récente d'Afrique, les peuples qui habitent la France ne descendent pas tous des Gaulois. Il y a eu plein de peuples, d'envahisseurs, mais on dit nos ancêtres les Gaulois pour se donner un passé commun, et qui peut servir de base pour un avenir commun. Le phénicianisme, c'est ça. C'est penser pour le Liban un passé commun, celui des Phéniciens, pour construire ensemble
un avenir commun. En fait, dans ces deux visions que je viens d'exposer, il y a un tabou qui est la religion. Quand je dis ces deux visions, il y en a plus que deux en fait, mais disons qu'il y a le phénicianisme, et en face, le nationalisme arabe, levantin. On va dire que ces deux visions-là sont laïques, elles sont pensées par des chrétiens, mais derrière, on y voit d'autres religions. En fait, elles sont pas pensées déjà par les mêmes chrétiens. Le phénicianisme est pensé très majoritairement par, comme je disais, les maronites. Et le panarabisme, lui, est pensé par des grecs orthodoxes. Et je vous expliquerai après l'intérêt qu'ils ont dans le panarabisme, puisque la vision est certes laïque, mais dans la pratique, c'est toujours teinté d'islam, et c'est ce vers quoi va le nationalisme arabe. Et dans les raisons pour lesquelles les musulmans, et là les sunnites, ne participent pas à établir ces visions-là, ils l'épouseront après, mais en tout cas, elles ne sont pas pensées par eux. Je vois deux raisons. La première, spécifique au Liban, c'est que depuis la bataille de Maïsaloun, la plupart des musulmans, ou plutôt des notables musulmans de l'élite sunnite, parce que pour le moment il n'y a pas trop d'élite chiite, en tout cas ces notables-là boycottent le Liban et ne sont plus à Beyrouth, mais à Damas, qu'ils estiment être la capitale arabe. Ça c'est la première raison, et la deuxième, en tout cas qui va concerner les plus radicaux dans leur pratique de l'islam, mais c'est que justement l'islam ne reconnaît pas de nation en dehors, et je sais pas si on appelle ça une nation ou pas, mais de la Oumma. Et la Oumma en fait ce serait, si c'était une nation, le rassemblement de tous les musulmans. Et c'est la raison pour laquelle le nationalisme arabe est pensé par des Grecs orthodoxes, et on va y revenir plus tard. En tout cas pour cette période, avant 36 et surtout avant 1943, les musulmans ne participent pas vraiment à la vie politique libanaise. Il y a quand même des sièges qui leur sont attribués, et dans une région où l'aspect confessionnaliste est aussi important, c'est justement comme ça que le système politique libanais est fait. Ce pouvoir politique, il va être partagé entre les communautés par l'attribution de sièges, et le nombre de sièges sera proportionnel à la communauté, enfin à la représentation de la communauté dans la société libanaise. On fait un recensement, donc comme on disait tout à l'heure, plus de 50% de chrétiens, ce qui leur donne un léger avantage, avec le reste de musulmans, ainsi que les druzes, qu'on ne sait pas trop où placer. En tout cas, ces communautés-là sont représentées dans un système démocratique, forcément, puisque c'est la France qui arrive, donc qui met la démocratie. Je dis ça aussi parce que c'est un système qui est rare dans la région. Encore aujourd'hui, mais encore plus à ce moment-là, la démocratie, c'est pas quelque chose de courant. Et là, en plus, c'est une démocratie pour un pays qui a de multiples visages. Quand je dis ça, c'est pas péjoratif. J'attribue pas à la démocratie une vision morale, bien ou mal, c'est pas ça la question. C'est simplement que c'est rare, et c'est aussi... ça fait partie des clés pour comprendre le système, voilà, pour comprendre beaucoup de choses. Quand j'y suis allé en mars dernier, il y a eu une période où, pour la première fois de ma vie, je ne savais pas quelle heure il était. L'heure n'était pas claire, mais c'est une anecdote, encore une fois, que je raconterai sur ma chaîne secondaire, ça s'y prête plus. Là, on va continuer sur le déroulé de la création du Liban en tant que nation. Mais assez vite, on va arriver dans les années 30 où des partis vont être formés, des partis politiques. Et alors justement, entre partis politiques, milices, en fait, ça va être des idées majoritairement importées d'Europe et adaptées à la situation. On va commencer avec un parti créé en 32 qui est le Parti communiste libanais. Je commence avec lui parce que, bon, c'est chronologique et puis ça va aller vite. Ça n'a jamais pris, vraiment, en tout cas pour la période qui nous intéresse. Le communisme, ça parle à personne, ça fait moins de 3000 adhérents, en fait, ça parle à des profs. Voilà, c'est le Parti communiste. Non, c'est une pique. En vrai, le communisme, ou en tout cas une de ses formes, aura plus d'importance plus tard dans l'histoire du Liban, mais pour le moment, l'heure est à l'extrême droite. Entrée, plat, dessert, c'est des couches d'extrême droite que je vais vous décrire tout de suite, puisqu'un autre parti créé en 1932, c'est le Parti socialiste nationaliste syrien. Voilà, c'est pas l'inverse. Bon, quand je vous dis Parti socialiste nationaliste syrien, y a rien qui va. A priori, il y a rien qui va, et ça va être en deux points. Le premier, c'est le côté socialiste nationaliste. Alors oui, c'est un parti d'extrême droite, paramilitaire, on est dans les années 30, le drapeau, le voici. Quoi d'autre? Le créateur du parti est un admirateur d'Hitler, mais
D'après lui, voilà, il réfute les inspirations, il dit le drapeau qu'il a dessiné avant de connaître tout ça, vraiment, ça n'a rien à voir, mais voilà, le hasard fait les choses de telle manière. Et la deuxième chose qui peut nous choquer dans le nom, c'est syrien. C'est le fait que ce soit, que je décrive là un parti qui se crée au Liban, et qui ne porte pas le nom du pays. Et justement, en fait, tout ça est cohérent, le nationaliste syrien, parce que c'est un autre de ces noms, ces partis nationalistes syriens, il s'appellera ensuite Parti populaire syrien, il me semble, mais en tout cas, pour revenir au côté syrien, en fait, c'est la vision de ce parti. C'est une vision syrienne, et pas comme l'État de Syrie, mais, et c'est pour ça qu'il est au Liban, comme une grande Syrie, dessinée aussi par ces penseurs de la question du nationalisme syrien. Alors c'est inspiré de divers royaumes qui ont été à ce moment-là en Syrie. On voit, il me semble qu'en noir, il y a ce qui est considéré comme la Syrie. En rouge, il y a les pays qui comptent annexer en fait pour faire la Syrie. Et en blanc, c'est voilà, ce qu'ils doivent gratter des autres pays. C'est ce qu'ils estiment leur revenir en tant que nation syrienne. Et donc, évidemment, ça englobe le Liban. Si les frontières de cette carte sont inspirées de l'histoire syrienne, l'idée du nationalisme syrien, même du social-nationalisme syrien, laïque, parce qu'il est pensé comme laïque, d'où nous vient-il? Eh bien, cette inspiration, elle vient encore une fois de la France. Pas uniquement de la France, plus largement des nations européennes qui ont été créées les siècles d'avant et au 19e, qui sont... En fait, c'est l'enseignement que ces gens reçoivent. Les Grecs orthodoxes qui pensent la question du nationalisme et socialisme et de la laïcité syrienne et arabe sont en fait viennent d'écoles françaises qu'il y a là-bas, mais donc d'une éducation. C'est aussi de la bourgeoisie, hein, c'est de grandes études là-dessus et d'inspiration nationaliste française. Et ce que je veux dire par nationaliste française, c'est que la Révolution, notamment, les inspire. Pour ce cas, on peut même faire un parallèle entre le nationalisme arabe et le nationalisme français, et surtout la Révolution française. En fait, cette bourgeoisie grecque-orthodoxe se vit un petit peu comme la bourgeoisie française se vivait sous l'Ancien Régime et un pouvoir catholique. De l'autre côté, les Grecs orthodoxes, sous le régime ottoman, en tout cas au moment où c'est pensé, et l'islam. Et de la même manière, cette oppression-là, en fait, ils vont essayer de prendre le pouvoir, ces idéologies viennent de là, c'est prendre le pouvoir pour faire une nation comme la nation française laïque, et qui, comme la nation française a réussi, enfin aujourd'hui on peut le dire, mais à quasiment dissoudre en son sein le catholicisme, ils pensaient qu'il se passerait la même chose qui s'est passé pour la nation française pour cette nation arabe, où les populations islamiques je sais pas, se soumettrait à une laïcité. Évidemment, ce plan-là, il est théorique, il n'arrivera jamais. Aujourd'hui, il a des héritiers, mais c'est pas le sujet. En tout cas, l'idée, la théorie, c'était ça. Ce que je viens de décrire, c'est l'idéologie qui soutient notamment le PSNS. Mais un autre parti politique est créé peu de temps après, et sont les phalanges libanaises, aussi appelées les Kataeb. La phalange libanaise, c'est un mouvement libanais qui est fait pour défendre la cause libanaise. Et tout ce qui est libanais, et nous sommes pour tout ce qui est libanais. Et tout ce qui peut, de loin ou de près, nuire à la cause libanaise, nous sommes contre. Alors il s'agit encore une fois d'un parti d'extrême droite, mais qui a une vision bien différente du PSNS. Eux, ils ont une vision purement libanaise. C'est un parti libanais qui pense libanais, ils mangent libanais. Ils sont pour l'indépendance du Liban, notamment du monde arabe, pour lequel ils ont une méfiance. Et encore une fois, le créateur du parti s'inspire de l'Allemagne des années 30, mais sur un plan différent. En fait, il ne s'inspire pas sur l'aspect idéologique, comme beaucoup d'autres dans la région, mais là, c'est plus sur la forme. C'est une question de forme, c'est-à-dire que Pierre Gemayel, qui est le fondateur des phalanges libanaises, et à la base chef d'une... Est-ce qu'on dit chef? Je ne m'y connais pas assez en foot pour ça, mais en tout cas, il a monté une équipe de foot libanaise, et cette équipe-là va jouer à un moment au JO de 1936 en Allemagne. Et ces Jeux Olympiques de 1936, pour Pierre Gemayel, c'est un peu une révélation.
La raison à ça, et pourquoi c'est une révélation plus sur la forme que sur le fond, sur lesquels ils se ressemblent pas tellement, mais sur la forme, ce qui l'inspire, c'est déjà l'aspect patriotique des défilés qu'il voit très organisés, justement c'est le deuxième point. J'ai représenté le Liban aux Olympiades de 1936 à Berlin. Et là, j'ai vu la discipline qu'il y avait. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas créer quelque chose chez nous au Liban qui discipline l'homme, qui discipline. Et nous avons voulu faire de ce mouvement, d'ailleurs nous l'avons appelé au départ, les phalanges, une école morale et civique. Et nous l'avons calqué sur les Sokols. Alors on nous a accusés d'être militaristes. Les Sokols tchécoslovaques. Les Sokols tchécoslovaques, oui. Le premier aspect, c'est leur attachement à l'Allemagne, et c'est une chose qu'il ne voit pas pour le moment chez lui, au Liban, dans une nation qui est aussi jeune. En fait, il est un peu l'instigateur du patriotisme libanais. Et la deuxième, surtout, qui est plus, qu'on va dire plus large, c'est la discipline. C'est la discipline, je suis tombé sur une super interview de lui où il dit justement vous les Européens, vous ne pouvez pas comprendre. Tous ces jeunes gens que vous voyez là, ce sont des jeunes gens, comme je vous disais, nous avons voulu donner à ce Libanais qui est indiscipliné une certaine discipline et que vous, Européens, peut-être vous ne pouvez pas comprendre. En fait, ce qu'il lui explique à ce Français, c'est qu'il ne peut pas comprendre cette inspiration parce que, d'après lui, les Libanais ont plus besoin de cette discipline qu'il voit là et qui lui parle que eux, en fait, que d'autres Européens. Et ça pourrait être élargi au rapport que les Libanais ont avec le peuple allemand. Même s'il n'y a pas, c'est pas un, comment dire, ce côté d'inspiration, cette différence en fait très forte entre ces deux peuples, mais encore une fois, c'est le genre de sujet que je traiterai pas dans cette vidéo. En tout cas, Pierre Gemayel prend donc cette inspiration aux Jeux Olympiques de 1936, la ramène au Liban et crée, c'est à ce moment-là que se créent les Kataeb, aussi appelées les phalanges libanaises, et là pour le coup, elles portent bien leur nom, parce que ça va être une vraie inspiration sur le fond, c'est les phalanges espagnoles. Quand je dis inspiration, c'est plus un parallèle qui est plus facile à faire parce que l'idéologie est à peu près la même. Ça va se ressembler sur pas mal de points, notamment le fait que ce n'est pas expansionniste. Ce n'est pas une idéologie expansionniste de on va conquérir, un peu comme le fascisme italien par exemple, voilà, voulait refaire l'Empire romain, comme le nationalisme arabe veut. Alors le panarabisme veut carrément englober jusqu'au Maghreb, de la Mésopotamie au Maghreb. Et sur ce plan-là, ça n'a rien à voir. Le libanisme, comme ils disent, c'est purement libanais. C'est juste garder ces terres-là qui leur ont été transmises, qui est un héritage à leurs yeux extrêmement précieux parce que c'est la seule condition à leur survie et à leur liberté. Au fait qu'ils n'aient pas été asservis, comme beaucoup de chrétiens l'ont été dans cette région, et c'est la raison aussi pour laquelle, alors évidemment c'est important pour comprendre la guerre qui va suivre, mais l'attachement qu'ils ont à ces terres est sans pareil. Évidemment, pour toute population qui vit quelque part, il y a un attachement qui peut être profond. Mais là, le fait que ces montagnes aient été une condition pour vivre libre, alors pas que les montagnes, c'est aussi un peuple guerrier, et c'est ce qu'on retrouve chez les phalanges, cet aspect guerrier, le fait que ce soit un groupe paramilitaire, les entraînements, tout ça, c'est vraiment l'héritage guerrier des Maronites qui ont défendu leur montagne et qui maintenant défendent un territoire qui est plus grand qu'est le Liban. Et ça va en être l'expression politique. Mais c'est pour ça que j'insiste sur l'attachement à ces terres et le fait que ce soit une des raisons qui déclenche la guerre, c'est parce que de l'autre côté, il y a une volonté expansionniste de prendre ces terres, mais c'est un lopin de terre. Ce que je veux dire, c'est que du point de vue du nationalisme arabe, c'est important d'unifier toutes ces terres, mais le Liban n'a pas une place aussi centrale dans l'idéologie. Et c'est pour ça que Pierre Gemayel insiste, dit pour nous, peu importe l'idéologie, nous c'est le Liban, et qu'il a cette méfiance pour les Arabes, et qui s'en distingue. Et donc, comme on l'a vu, pour penser l'indépendance du Liban, le mythe phénicien, eh ben ils vont se l'approprier, évidemment. Il va avoir son importance pour se distinguer du monde arabe, c'est la raison pour laquelle j'ai reçu autant de messages sur le fait que voilà, ce soit discriminant, islamophobe, tout ça. C'est parce que le phénicianisme, et les phalanges l'incarnent, est un refus de l'arabité.
Cependant, ce n'est pas un refus clair de l'islam. C'est-à-dire que la question est plus ambiguë là-dessus, parce que, à l'image du phénicianisme, le parti Kataeb est non confessionnel. Il n'a officiellement pas de confession, et comme on l'a dit, c'est aussi pour inclure une vision libanaise multiconfessionnelle. Cependant, c'est quand même une vision dans laquelle les maronites dominent. Ils vont pas dominer comme ils l'ont été par d'autres régimes dans leur passé, persécutés et massacrés. Très loin de ça, mais en fait, c'est l'idée libanaise, c'est l'idée que sur ce territoire-là, c'est une minorité, les maronites, mais la plus importante des minorités, et donc que, à mesure de son importance, elle est ce pouvoir-là. Là où j'y mets une ambiguïté, c'est que dans ce parti, ils sont une grande majorité de chrétiens, même si c'est pas fermé aux autres, c'est ce qui leur parle, et parmi cette majorité de chrétiens, il y a une majorité de maronites. C'est l'expression vraiment des maronites, il n'empêche que d'autres vont se rattacher à cette expression-là, et vont embrasser cette vision du Liban. On les a souvent appelés les phalanges chrétiennes. Chrétienne, je suis chrétien et je suis fier d'être chrétien. Et je ne suis pas chrétien de nom seulement, je suis pratiquant, ma fille est religieuse. Mais ça, c'est une affaire qui me regarde entre moi et le bon Dieu. Il faut être vraiment là, alors rétrograde, pour parler chrétien, musulman ou juif. Nous refusons qu'on nous accuse d'être confessionnalistes. Et précisément, notre drame, avant qu'il y ait le drame Israël-arabe, il y avait le drame libano-arabe, parce que vous savez très bien que dans ce monde arabe, il y a la religion qui prime. Et c'est ça qui a fait que quand on nous demandait pourquoi vous ne dites pas que le Liban est arabe, nous disions toujours, avant de reconnaître que le Liban est arabe, nous voulons que vous nous définissiez le mot arabe. Pour nous, le mot arabe veut dire islam. Et quand vous nous montrerez par la pratique, pas par la parole, que le mot arabe ne veut pas dire musulman, c'est alors que nous pourrons discuter. En 1936, comme je l'évoquais tout à l'heure, les sunnites qui étaient partis à Damas réintègrent Beyrouth. Et la raison, elle est simple, il y a eu un traité entre la France et la Syrie pour accélérer l'indépendance. C'est ce que ces peuples attendent, le départ de la France. Ils sont d'ailleurs pas les seuls à l'attendre, ça on y viendra, mais parlons de ce qui arrive aux phalanges en 1937. C'est compliqué pour les phalanges parce que, à la base, elles influençaient le pouvoir. L'idée, c'était de se dire qu'avec ces groupes-là, ça allait faire de la politisation des voix, et donc les Français le voyaient plutôt d'un bon œil. En 37, beaucoup moins. En fait, ça pose problème parce que ça reste des groupes paramilitaires, comme je disais tout à l'heure, des guerriers, et de tous côtés, en fait, tous les groupes paramilitaires qui ont été montés jusqu'à cette période sont dissolus parce qu'ils posent des problèmes dans la rue. Il y a des affrontements, et voilà, ça trouble l'ordre. Ils acceptent à peu près tous, enfin disons qu'ils protestent verbalement, mais ils acceptent sauf les phalanges. Les phalanges refusent et vont à la confrontation. Je dis ça, je sais que je parle à des Français, donc les manifestations et les violences avec les manifestations, on y est habitué, mais là-bas, non. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de manifestation, donc là, c'est un peu une surprise, et c'est choquant pour eux, le fait qu'il y ait de la violence, et notamment, il y a de la violence sur les phalangistes contre les policiers français. Pierre Gemayel, le chef, donc, va même se faire tabasser, et puis emmener par les Français, ce qui va faire de lui un héros. Il saigne de la tête, il s'est fait tabasser par les Français. J'ai oublié de dire quelque chose sur Pierre Gemayel, un point important, il est immense. En fait, il fait un bon 1m90, donc c'est grand, mais en fait, pour le Liban, surtout à ce moment-là, il est encore plus grand, et il est très charismatique. Et en ça, c'est un personnage assez particulier pour le Liban, je ne l'ai pas vraiment présenté, mais les Gemayel, c'est une grande famille maronite, qui vont avoir d'ailleurs une descendance, dont on va parler, parce qu'ils vont avoir de l'importance dans les prochains épisodes, mais là déjà, pour la création du Liban, il y a une importance, et il a une vraie aura, c'est un homme très charismatique, qui mène ces phalanges libanaises. Donc, voilà, il y a cet affrontement, ça en fait un héros, et là, il va venir une négociation en fait avec la France. Finalement, le pouvoir ne va pas dissoudre les phalanges, il va y avoir des négociations pour en sortir, et simplement leur action sera un peu moins politique et plus sur le volet social qu'ils avaient déjà, mais là il va être accentué. Notamment parce que à ce moment-là, il y a l'inflation
qui touche le Liban parce qu'elle touche la France, comme on en avait parlé dans un épisode sur Paris à ce moment-là, c'est le Front Populaire, c'est un peu ça l'affrontement aussi, hein. C'est le Front Populaire avec les phalanges libanaises qui elles sont d'extrême droite, et donc qui négocient sur on va faire plus de social, il y a un côté syndicaliste aussi des travailleurs, c'est en ça que qu'on peut le rapprocher des phalanges espagnoles, c'est la dimension sociale, en fait, qui existe chez eux. Alors ce que je veux dire, ça peut paraître cynique, ça ne l'est pas complètement. Je crois à la sincérité de leur engagement là-dessus, parce que je pense qu'ils aiment leur peuple, et qu'ils tiennent à leur bien-être. Et c'est la raison pour laquelle, au-delà des négociations avec le pouvoir, ils défendent voilà, les travailleurs et les plus démunis. La raison cynique que j'allais donner, c'est que ça permet aussi de garder à distance le communisme. Alors ils s'en soucient pas trop à ce moment-là, puisque comme je vous ai dit, c'est un bide, hein, le parti communiste libanais, vraiment, c'est des profs grecs orthodoxes de la classe moyenne et bourgeoise, voilà, ça dépasse pas les 3000, mais ils se méfient quand même, parce qu'ils voient ce qui se passe en Europe, donc ils se méfient de la montée. Et d'ailleurs, ils sont parano au point de reprocher, alors je sais plus quel personnage reproche à qui, mais en tout cas, je crois que c'est le patriarche maronite qui reproche aux Français de vouloir importer, il dit quoi ? Pas le cancer communiste, mais quelque chose comme ça, ou la tumeur, je sais plus quel terme il utilise, mais de vouloir importer le communisme au Liban, parce que à ce moment-là, justement, c'est le Front Populaire. Même si c'est pas le communisme, mais voilà, de leur point de vue, c'est ça donne un peu une idée de la vision qu'ils ont à ce moment-là. En tout cas, c'est comme ça qu'ils vont continuer à agir, donc à être en même temps un parti politique. En fait, ils vont avoir certaines fonctions de l'État. Déjà, à la base, en tant qu'armée, en fait, il n'y a pas grand-chose qui différencie une milice d'une petite armée, et puis là, sur le volet social, c'est pareil, c'est des choses dans notre vision française, en tout cas, qu'on a délégué à l'État. Et je dis la vision française parce que c'est ce qu'ils épousent là-bas. L'idée de nation, c'est une idée européenne qu'ils adaptent là-bas, mais donc c'est ce rôle-là qu'ils ont, qui va être plus large que celui des partis politiques en France, par exemple. Bon, on a vu que pour la France, les années 30 n'étaient pas une bonne période, et évidemment, ça va être pire avec la guerre qui vient, ce qui fait que leurs préoccupations ne seront plus du tout le Liban. Ils vont un petit peu le délaisser, il va y avoir le roulement des gouvernements avec Vichy. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il y a aussi la dualité avec les Anglais. On coopère avec eux, mais il y a quand même une forme de concurrence, qui se traduit pas en bataille évidemment, mais une concurrence pour le contrôle de cette région-là, du Levant. Et ce qui embête un petit peu les Anglais dans la position... En fait, dans le Liban. Disons-le, c'est le Liban qui embête les Anglais, parce que même si il est voué à l'indépendance, il y a de fortes probabilités pour qu'il garde des liens forts avec la France, puisqu'il les a déjà depuis les croisades, et en fait, le Liban est un allié naturel de la France. C'est ça. Je dis allié naturel, contrairement aux Britanniques, qui n'en ont pas dans la région. Ils n'ont pas leur reflet, comme la France a son reflet en Orient, qui est le Liban. Les Britanniques, eux, n'ont pas un pays protestant, je sais pas, qui serait... non, qui leur ressemble, non. Et c'est la raison pour laquelle ils font des alliances avec tout le monde, qui trahissent tout le monde aussi. C'est parce que le lien est de l'ordre de l'intérêt. Avec la France, il y a évidemment de l'intérêt, mais ça va au-delà. Et ça gêne les Anglais, en ceci que le Liban pourrait être un pied-à-terre dans la région pour la France, là où les Anglais, en fait, devraient partir au moment de l'indépendance. Alors évidemment, ils ne sont pas les seuls, hein. Il y a les Arabes aussi qui vont utiliser comme prétexte, en disant « c'est parce que la présence des Français mécontente les Arabes qu'on vous demande de partir, parce que c'est ça qu'entend cette indépendance ». C'est un départ. Ce qui se passe à ce moment-là, donc on est en 1943, il y a des élections qui vont voir s'affronter deux prétendants à... Enfin, c'est pas des prétendants au trône dont je parle, mais c'est bien de candidats pour être à la tête du Liban, et c'est ce qui va déterminer l'indépendance. Parce que d'un côté, on a Émile Aidé, qui est, pour résumer, pro-français en fait. Il est pour que la France reste au Liban, en tout cas pour le moment, que ce serait prématuré qu'elle partent maintenant. Et de l'autre côté, on a Bekkara El-Khoury. Je prononçais Khoury et pas Khouri. J'ai toujours entendu comme ça, donc voilà, je le prononce à la française, mais les deux candidats sont maronites, ce qui est la condition pour devenir président libanais. Et lui, avec son potentiel premier ministre Riyad El-Sol, qui est un sunnite, donc cette alliance-là veut l'indépendance et donc
le départ des Français. C'est évidemment ce dernier candidat qui est soutenu par les Britanniques, qui va être élu, et en fait, ils sont pas les seuls à vouloir le départ des Français, même les phalangistes, sans avoir aucune haine contre la France, veulent quand même leur départ parce que la vision phénicienne, c'est l'indépendance réelle du Liban. Et donc, certes, comme il l'avait dit, l'indépendance du monde arabe, mais aussi l'indépendance de la France, et même si on peut voir le territoire phénicien tourner vers l'Occident, dans le sens où les Phéniciens en fait avaient moins accès aux terres derrière et avaient même moins intérêt à aller dans les terres qui se trouvaient derrière les montagnes que, et comme je le disais dans le premier épisode, d'être un peuple marin et de coloniser en fait toute la mer Méditerranée, donc l'Occident en fait, tourner comme ça, jusqu'en France, jusqu'en Espagne même, mais tourner vers l'Occident. Et cette ambiguïté-là que je décris, elle va avoir une importance parce que c'est un peu le procès qu'on leur fait, d'être tourné vers l'Occident, et le procès qu'on fait aux pro-arabes, alors pour eux c'est plutôt clair, d'être tourné vers l'Orient. Et justement, maintenant que le pays est indépendant, parce que oui, en fait, j'ai pas dit, mais il est indépendant. C'est Bekkara el-Khoury qui gagne. Les Français sont invités à partir pour l'indépendance du Liban. Et justement, en 1943, va être passé le pacte, qui s'appelle le pacte national, qui va avoir pour but de préserver l'indépendance du Liban. Préserver de quoi? De l'Orient et de l'Occident. C'est comme ça, en tout cas, qu'est pensé le pacte. On pourrait le résumer en disant ni Orient ni Occident. Il est passé donc entre le président maronite et son premier ministre Riyad el-Sol sunnite. Pour être plus clair sur ce que veut dire ce pacte, il engage les chrétiens à ne pas solliciter les puissances occidentales et les musulmans à ne pas solliciter les puissances orientales. Parce que ce sont les deux risques qui mettraient en péril l'indépendance du Liban. Et cette indépendance, non seulement elle est souhaitée, mais par la suite, elle va devenir une nécessité. Je dis par la suite, les temps qui vont venir, notamment dans la région, vont être secoués de conflits multiples, évidemment, et on va les aborder, mais disons pour faire simple que les Britanniques ont promis les mêmes terres à plusieurs peuples, avec des accords secrets, des ambiguïtés. Ça, on l'avait déjà vu en début de vidéo, et ça avait posé déjà problème pour la Syrie et le Liban, mais il y a un problème qui va être assez similaire, en fait, en Palestine, là où ils ont aussi promis à deux peuples la même terre. Il se trouve que cette terre-là, elle jouxte le Liban. Ils ont une frontière commune, et forcément que la question de la participation au conflit, voire de l'accueil du conflit, peut être posée à un voisin. Et s'il y a des failles, ça pourra poser problème. En tout cas, pour l'heure, l'État hébreu n'est pas encore officiel. Simplement, depuis, alors c'est depuis le 19e, mais ça s'est accéléré depuis les années 20 à peu près, il y a de l'immigration juive sur ces terres, et c'est une promesse que leur ont fait les Anglais, encore une fois, enfin c'est tout le problème. En fait, la promesse qu'ils leur ont faite, c'est pas aussi clair que vous aurez un État indépendant, c'est un foyer, je crois que c'est un foyer, en tout cas c'est ce qu'il aurait proposé en 1917, vous y trouverez un foyer, il y a l'idée de cohabitation avec des populations qui sont déjà là, mais ça angoisse quand même les populations locales, et au-delà de ça, ça commence à créer des tensions qui sont assez claires, en tout cas là je parle bien avant la création de l'État. On est pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc il y a des questions qui se posent avec les Juifs, et sans rentrer en détail dans ce dossier, il y a une alliance qui se fait entre Adolf Hitler et le Moufti de Jérusalem à ce moment-là. Alors évidemment, ça se dégrade petit à petit, c'est-à-dire qu'au début, simplement le Moufti de Jérusalem, ce qui veut dire à ce moment-là, en fait, la Palestine, il a un pouvoir là-dedans. Je crois que c'est à partir de 1921. En tout cas, ils voient un problème à l'immigration juive, et au début, l'idée est simplement de les refuser, et ils essayent de trouver une solution. Notamment, en fait, ils négocient pour les refuser. Il y a la discussion entre les Anglais et les Allemands. Au moment où les Allemands n'ont pas le projet d'extermination, mais simplement de déplacement, l'idée c'est de les déplacer sur ces terres aussi. C'est le Moufti qui refuse, et finalement il finit par dialoguer directement avec Adolf Hitler, personnage avec lequel il s'entend très bien en fait. Il y a une bonne entente entre les deux, et notamment du point de vue idéologique, où il trouve beaucoup de points communs entre nazisme et islam. C'est un point de vue, on sait d'ailleurs que c'est réciproque, c'est-à-dire que Hitler aussi a eu une fascination pour l'islam, et il y a une inspiration, en fait c'est une inspiration mutuelle qui se passe
à ce moment-là, et surtout ce qui se serait passé, c'est qu'on est passé d'un problème de déplacement de population, ce qui se faisait beaucoup à cette période-là, pas uniquement pour eux, pour remanier et homogénéiser les nations, il y avait une idée de déplacement de population, et les deux n'en voulant pas, c'est-à-dire le rejet de la part de l'Allemagne et de la part du Grand Moufti, ce dernier leur aurait suggéré aux Allemands de les brûler. De les brûler parce qu'on ne sait pas où les mettre en fait. En tout cas, il y a toute une documentation sur leurs échanges. Hannah Arendt en parle aussi en parlant de l'entente parfaite qu'il y a entre les deux, et surtout sur ce sujet-là en fait. Un front de l'antisémitisme, on va dire. Si on en revient au Liban, c'est pas un conflit qui est censé le concerner directement. Ça le concerne en tant que voisin, mais pas en tant que belligérant. Et le pacte national est censé assurer ça. Tout ce que j'ai décrit là qui se passe en Palestine, c'est surtout pendant la Seconde Guerre mondiale. L'issue n'est pas celle qu'ils imaginaient. Ce qu'ils imaginaient, c'est qu'Adolf Hitler gagne et que les Juifs de ce territoire-là, ils s'en occupent. C'était le funeste destin qui leur a été préparé. Or, c'est pas ce qui va se passer. Et au contraire, il va y avoir l'établissement, comme vous le savez sûrement, de l'État hébreu, et donc une proposition de partition du territoire en 1948. Pour vous donner le point de vue libanais là-dessus, alors évidemment, il diffère, mais il y en a un qu'on peut retrouver, qui est celui de la méfiance à l'égard de cet État, et c'est celui de Michel Chira. Disons que cette pensée, je sais pas à quel point elle est répandue, mais il fait partie de ces prophètes qui ont vu les choses venir, et voilà ce qu'il dit sur l'établissement de l'État hébreu. La décision de partitionner la Palestine en créant l'État juif est l'une des plus graves erreurs de politique mondiale. Les conséquences les plus surprenantes vont résulter d'une chose apparemment petite. Il n'est pas non plus offensant d'affirmer que cette petite chose aura son rôle à jouer pour secouer le monde jusqu'à ses fondations. C'est ce que dit Michel Chira en 1947, et quand il parle de secouer le monde jusqu'à ses fondations, on peut imaginer que ses voisins, et le Liban en fait partie, seront les premiers. Et c'est ça qui l'inquiète. C'est ce qu'il voit venir, en tout cas sur la partie conflictuelle. C'est les conflits qu'il voit venir. Ce qui se passe dans les faits à ce moment-là, à l'établissement de cet État, c'est qu'un certain nombre de réfugiés palestiniens sont accueillis au Liban. Et ça va de soi pour à peu près tout le monde, c'est-à-dire les seuls qui pourraient craindre quelque chose, on comprendra ça après, mais les seuls qui pourraient craindre quelque chose sont les maronites, et ce serait par exemple de perdre de l'influence et perdre la position qu'ils ont en bousculant la démographie, mais ce qu'ils se disent à ce moment-là, c'est que... Oui, pardon, je précise pour la démographie confessionnelle, parce que même s'il y a des chrétiens parmi les réfugiés palestiniens, ce n'est pas la majorité. Mais s'ils l'intégraient, ça ferait basculer la démographie, et ça, d'autres pourraient y avoir intérêt. Donc, c'est pour ce genre de choses que le pacte national et l'indépendance est primordial. Et c'est ce qui permet aux maronites d'être aussi détendus sur l'accueil, et le patriarche maronite, je me souviens plus des mots exacts, mais dit, en fait, appelle les Libanais à les accueillir en disant que c'est leurs frères, on leur a spolié leurs terres et c'est normal de les accueillir. Le problème qu'a le pacte national dont on parle depuis tout à l'heure, c'est que la population ne s'y est pas engagée. En fait, il y a deux politiciens avides de pouvoir qui sont engagés là-dedans, dans ce pacte, et qui se sont serrés la main. C'est à peine officiel, en fait. Enfin, ça l'est, mais je veux dire, on n'a pas demandé aux Libanais ce qu'ils en pensaient. Et donc, la crainte, c'est qu'ils ne tiennent pas. Deux négations ne font pas une nation, c'est le titre d'un article de Georges Nakache, qui est un poète et journaliste libanais, et ce titre, il décrit le pacte national, justement. Deux négations ne font pas une nation. Pour avoir un peu de contexte, il l'écrit en 1949, donc 6 ans après le pacte. En fait, ces 6 ans lui ont permis de comprendre les conséquences de celui-ci et de se projeter. Parce que c'est certes 6 ans après, mais c'est surtout plus de 25 ans avant le début de la guerre civile. Ni Occident, ni arabisation. C'est sur ce double refus que la chrétienté et l'islam ont conclu leur alliance. Quelle sorte d'unité peut être tirée d'une telle formule? Ce qu'une moitié des Libanais ne veut pas, on le voit très bien. Ce que ne veut pas l'autre moitié, on le voit également très bien. Mais ce que les deux moitiés veulent en commun, c'est ça qu'on ne voit pas. Et il va continuer en disant ceci. Le Liban, par peur d'être simplement ce qu'il est, et à force de ne vouloir être ni ceci ni cela, s'aperçoit qu'il risque maintenant de n'être plus rien du tout. Et plus loin, il conclut sur cette ligne. Un État n'est pas la somme de deux impuissances, et deux négations ne feront
jamais une nation. Ça, ce sont des mots que Georges Nakache a une fois qu'il revient au Liban, donc en 1949, et déjà avec les petits événements qu'il voit, il comprend qu'il y a un problème. Et cette prévision qu'il fait, et même le fait de remettre en doute l'existence du Liban, en réalité, l'existence en tout cas de la nation libanaise, c'est pour ça que dans mon introduction, j'ai posé la question si ce Liban existe, ou même avait déjà existé, c'est parce que une nation, ça a une définition, elle n'est pas si simple que ça, elle a été définie de plusieurs manières. Je trouve que Renan a fini par bien la définir, il enlève tous les critères qui ont été d'autres définitions, comme par exemple que ce soit ethnique, qu'une nation en tout cas soit ethnique, soit sur une base religieuse, comme l'est d'ailleurs l'État hébreu à côté, ethnique comme l'idée de l'Allemagne, enfin, vous voyez tous ces exemples-là, et il va la définir enfin par le fait d'avoir qu'un peuple ait un passé en commun, qui soit vrai ou inventé, comme là justement le mythe phénicien, ou comme les Gaulois pour nous et les autres mythes français, même si tout n'est pas un mythe évidemment, mais ça a été mythifié pour unir le peuple sur un passé commun, afin qu'il puisse construire un avenir en commun. Et c'est ça la définition d'après lui de la nation, et je le rejoins là-dessus, il faut qu'il y ait une vision en commun. Et ce que dénonce Georges Nakache dans son article, c'est qu'il n'y a pas de vision en commun. On le verra par d'autres éléments. Il se trouve au Liban, par exemple, que entre les écoles musulmanes et chrétiennes, il n'y a pas le même programme dans le livre d'histoire. Du côté des chrétiens, justement, on leur dit « vos ancêtres, les Phéniciens », il y a toute cette mythologie. Et du côté des musulmans, on leur vante les conquêtes arabes, les grandes figures arabes. Pas uniquement, mais en tout cas, ces mythes-là sont différents. Et c'est en ça que la question, ou l'affirmation plutôt, de négation ne font pas une nation, n'est pas seulement appropriée au pacte national de 1943, mais même à l'idée de la nation libanaise. En tout cas, toutes ces idées, qui n'étaient pas du tout claires pour moi, parce qu'évidemment, c'est pas des choses qu'on raconte, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait cette vidéo, parce que je trouve le processus intéressant, et à la base, je pensais pas faire un épisode entier juste sur cette période, 1920-1943, je pensais aller jusqu'à 1975, mais vous voyez, en fait, c'était trop riche et c'était trop important à comprendre. Il y a aussi le fait que les dualités que je présente dans la première période ne sont pas les mêmes à partir de là. À partir des années 40, il y a une continuité, et c'est important de comprendre celle-ci pour comprendre la suite, mais il va y avoir d'autres acteurs, notamment le fait qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y ait une bipolarisation. Et ça va se jouer, dans un premier temps d'ailleurs, au Moyen-Orient. Mais ça, ce sera pour l'épisode suivant. Je vous invite, pour ne pas le rater, à vous abonner, à mettre la cloche pour être prévenu de sa sortie, à vous abonner aussi à Paideia, c'est le courrier que je vous envoie tous les mardis matins, c'est le premier lien en description, et en tout cas pour ce qui est de la période que je viens de vous décrire, même s'il y a eu des petits conflits et que le Liban s'est fait sur un conflit qui est la bataille de Maïsaloun, notamment sur ce conflit, pour le moment, ce ne sont que des prévisions, des prophéties, et les Libanais, dans les années 40, 50 et au moins 60, ne vont pas vraiment avoir la tête à ça. Et c'est pour ça que ça ne nous est pas rapporté. C'est parce que le Liban va connaître la première vision que je vous décrivais dans l'introduction, c'est-à-dire la prospérité, en fait, son âge d'or. Et dans le prochain épisode, je vous expliquerai comment cet or se transformera en plomb. Dans tout cœur de Français digne de ce nom, je peux dire que le nom seul du Liban fait remuer quelque chose de très particulier. Et j'ajoute que c'est d'autant plus justifié que les Libanais, libres et fiers, ont été le seul peuple dans l'histoire du monde, à travers les siècles, quelles qu'aient été les péripéties, les malheurs, les bonheurs, les destins, le seul peuple dont jamais le cœur n'a cessé de battre au rythme du cœur de la France.